Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chevonne, Stéphane, El Pouillou, Warloff et surtout grâce à un beau cadeau de tous mes amis. Bonjour, je suis Alexandre et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Mathieu Bonhomme et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Johan Sacré et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Christophe Cazeneuve et vous écoutez La Voix des Bulles. Je suis Robin Cousin et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Olivier Jalabert et vous écoutez La Voix des Bulles. Bienvenue dans cette troisième splash page spéciale dédiée au Festival Quai des Bulles de Saint-Malo 2018, où, comme vous l'avez entendu, nous allons partir à la rencontre d'auteurs exceptionnels, voire inattendus. En plus d'être loin, Saint-Malo, c'est aussi la Bretagne. Et la Bretagne, c'est la pluie, le froid, le vent, les tempêtes, l'océan. J'avais quelques inquiétudes en m'y rendant, et pourtant j'ai pas été déçu, car à part le dernier jour, où la pluie est tombée, comme voulant montrer sa tristesse à mon départ, il a fait un temps magnifique. Mais ce soleil qu'on a dans nos yeux, c'est aussi le soleil qu'il y a dans le cœur des gens, comme on dit par chez moi. Oui, un bon festival, c'est aussi de belles rencontres. Et pour ça, je dois dire merci à Pierrick Starsky, autre provençal exilé dans le froid malouin, qui m'a présenté à Lola et Ben Lamar, avec qui j'ai passé de très très bonnes soirées. Et je vous recommande de suivre de près Ben Lamar, qui fait des portraits magnifiques sur des tickets de caisse, oui, c'est assez étrange, mais qui valent vraiment le coup d'œil. Online. La première fois qu'on a parlé d'Eden la seconde aube, c'est en janvier 2017, dans le One A Club 147. Un projet web très original qui nous proposait une interactivité assez limitée, un peu une sorte de bonus, et puis surtout de découvrir un univers magnifique, plein de couleurs, où on sentait cette inspiration un peu asiatique, venant sans doute des films de chez Ghibli. Vraiment un projet fantastique et qui en plus essaye d'exploiter tous les ressorts du crowdfunding pour nous proposer aussi des albums papier qui viennent enrichir la version web. Alors que sa voix était en train d'essayer de se remettre difficilement des 2 jours précédents du festival, j'ai rencontré Alexandre qui nous parle de son projet. Eden la seconde aube, c'est un projet donc tu as lancé sur internet. Tu pensais qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le lancer? Tu avais essayé de le vendre ailleurs ce projet? Ou tu t'es dit c'est le seul moyen que j'aurai de garder le contrôle total sur mon projet? Alors ma démarche, elle a été le financement participatif dans le sens où j'avais une volonté d'aller sur une version numérique, de proposer une expérience qui soit assez originale dans son format. Et aujourd'hui, c'était pas forcément quelque chose que les éditeurs traditionnels comprenaient. Donc la démarche s'est focalisée sur une réflexion entre la version papier et la version numérique. Justement, ouais, on en a discuté tout à l'heure, il y a une différence entre la version papier et numérique, au-delà du format. Il y a même une différence au niveau du contenu, c'est ce que tu nous disais? Oui, alors exactement. On a en fait 2 formats différents. L'idée est justement de se servir de l'intrigue pour chacun des formats. Sur la version papier, on va avoir une intrigue qui est finalement traitée de manière assez globale. Et sur la partie digitale, on va reprendre l'histoire de manière peut-être un peu plus évasive. Mais avec un intérêt, c'est que dans cette version numérique, on va pouvoir farfouiller un petit peu et chercher des éléments supplémentaires et comprendre un peu plus l'intrigue. Donc finalement, on peut voir une complémentarité entre la version papier et la version digitale, mais on pourrait très bien aussi lire l'un sans l'autre. Dans la version numérique, j'avais vu que tu avais placé des petits jeux, des choses qui étaient un peu cachées dans la bande dessinée. Rajouter du ludique à la bande dessinée, quelque chose qui est totalement optionnel, c'est quelque chose qui pour toi permet de justifier ce format? Alors la raison du format en fait est de mon analyse, parce qu'effectivement il y a déjà eu des essais dans la BD numérique, je voyais des choses qui étaient soit trop animées, soit trop gaming, trop jeux vidéo. Et le problème c'est que dans la lecture on a besoin de quelque chose qui soit fluide. Donc j'ai voulu emprunter les codes mais de manière très très léger pour que finalement ça donne de l'intérêt sans perturber la lecture. Donc on se retrouve avec une lecture qui est plutôt de la diffusion page par page d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va juste appuyer sur l'écran pour passer d'une page à l'autre, aucune complexité, c'est comme si on était dans son canapé en train de lire une BD papier. Par contre, un intérêt c'est de pouvoir dans une seconde lecture peut-être farfouiller un petit peu et effectivement trouver des éléments cachés qui compléteront l'intrigue. Le succès de ton crowdfunding, est-ce que ça a amené des éditeurs à venir vers toi en disant on vient de découvrir un truc qu'on n'avait pas vu, ça a l'air pas mal?
Alors étrangement, non, pas du tout. Et finalement, ma démarche auprès des éditeurs, d'une part, j'en ai pas eu de mon côté. Les éditeurs n'ont pas eu du leur, parce que je pense aussi que ma démarche était suffisamment complète et que de toute façon, j'arrive à avancer seul. Parce que voilà, le format, le public aussi qui me suit sur Internet est présent et je m'en sors comme ça, quoi. Ok, merci. Où est-ce qu'on peut justement trouver Eden la seconde aube, ne serait-ce que les crowdfunding pour te soutenir en plus des... Oui, parce que je rappelle, la lecture est gratuite, le crowdfunding permet de financer les épisodes suivants. C'est bien, j'ai bien compris. Exactement. En fait, aujourd'hui, la BD, l'intérêt, il est aussi de se dire qu'on va s'adresser à des générations plutôt digitales natives sur la partie numérique, et donc qui ne sont pas forcément des gens qui sont prêts à payer pour le format numérique. Peut-être parce qu'aussi ils n'ont pas l'argent, mais aussi parce qu'on a eu l'habitude de la gratuité. Paradoxalement, la version papier, on a un attachement à ça et on est prêt à lui mettre de la valeur aujourd'hui. Donc dans la démarche, le financement se fait surtout sur la version papier. Et puis je fais appel à un financement participatif mensuel aujourd'hui via Tipeee qui me permet aussi de soutenir le projet. Donc voilà, donc toute cette démarche-là, le lien unique pour accéder à la BD et à tout le reste, donc c'est edenlasecondaube.com. Merci beaucoup. C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée ? Alors la dernière découverte, elle n'est pas du tout dans mon univers, c'est Faut-il flinguer Ramirez ? Je suis assez curieux en fait d'univers très très différents, enfin à travers Eden notamment, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai des influences qui viennent de Ghibli, j'en ai qui viennent de Evangelion, des jeux vidéo, enfin voilà. Il y a un peu de tout et finalement je suis plutôt curieux des styles et des moyens narratifs. Et voilà, c'est ça qui m'a en tout cas marqué sur cette dernière BD, son punch et en tout cas la dynamique de comment elle a été construite. Il y a toujours des auteurs que l'on adore, mais dont on oublie parfois de chanter les louanges. On parlait de Messire Guillaume dans le One A Club numéro 4, ça remonte à longtemps. On parlait de Omni Visibilis dans le One A Club numéro 20. On a aussi parlé d'Esteban dans le One A Club numéro 61. On arrive au One A Club 134, ou une petite apparition dans Le Petit Prince Hommage. Et enfin, dans le One A Club numéro 139, on parle de L'homme qui tua Lucky Luke. Toutes ces bandes dessinées ont pour point commun Mathieu Bonhomme, un auteur dont on n'a pas encore lu la dernière sortie, qu'il a fait avec Fabien Nury, un scénariste que vraiment j'admire. Et ça a été donc vraiment une grande joie de pouvoir passer quelques minutes avec lui pour lui poser plein de questions sur son travail, sa technique et ses relations au scénariste. Tu es dessinateur depuis maintenant pas mal d'années et j'ai remarqué que tu utilisais globalement deux techniques principalement. Une technique très axée sur les crayonnés qui était ensuite colorisée et ou alors avec un trait qui va être plus ou moins forcé au crayon et une technique avec un ancrage plus traditionnel. Comment est-ce que tu détermines quel style tu vas développer pour quel projet ? C'est marrant parce que moi je vois pas du tout les trucs comme ça. Pour moi j'ai qu'un seul style. Je suis un dessinateur réaliste, plutôt synthétique j'ai envie de dire. Je rentre pas trop dans les petits détails qui risquent de perturber, je trouve, le dessin ou la lecture. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois que je fais un nouveau projet, j'essaie de lui trouver sa personnalité, à la fois au niveau de la mise en scène, de la narration, mais aussi dans l'approche que je vais en avoir graphiquement. Et il arrive que j'utilise le crayon, il arrive que je sois exclusivement à l'encre de Chine, mais ce qu'on voit pas quand on lit les albums, c'est que entre chaque album, je change de format, je change de papier, et donc tout ça, en fait, pour moi, ça fait partie de la petite popote de préparation d'un bouquin. Là, sur mon prochain Charlotte, c'est pas juste du noir et blanc avec beaucoup de noir au pinceau, c'est aussi une recherche sur l'imagerie des princesses, sur des mises en page en médaillon, c'est aussi et tout ça est lié et je pense que ça vient c'est pour donner une personnalité au projet et puis moi m'accrocher quand je rentre dans une histoire et surtout celle des autres quand je travaille avec un scénariste, me donner des portes d'entrée et des accroches pour travailler mon plaisir à faire ce projet. Parce que c'est toujours des projets de très longue haleine. J'ai jamais moins d'un an à faire un livre et il n'est pas question que je passe un an à m'embêter. Donc il faut que je trouve, quand je le prépare, non seulement les trucs qui conviennent pour l'histoire, mais aussi les trucs qui vont me convenir aussi pour mon plaisir de narrateur et de dessinateur. J'ai un exemple au niveau du style qui va être Messire Guillaume. Qui était sorti dans un premier format un peu classique et qui a été ressorti dans un superbe format à l'italienne. Sur le format, est-ce qu'il y a eu du redécoupage, un travail que toi tu as dû gérer à ce niveau-là pour cette édition d'intégrale ?
Alors sur Messire Guillaume, on a fait avec Gwen de Bonneval 3 albums. Et quand on les a eu finis, on s'est rendu compte que j'avais été tellement rigoureux sur ma pratique du gaufrier, comme on dit en bande dessinée, qu'il y avait pratiquement les 3 bouquins avec les moitiés de pages qu'on pouvait séparer les unes des autres. Et on s'est dit, tiens, on pourrait imaginer faire ça dans un format à l'italienne. Et quand on en a parlé à Dupuis, tout de suite l'idée a germé, s'est développée chez eux et la décision a été prise de le faire comme ça. Et puis après, quand on s'est dit, bah voilà, ça va devenir un bouquin à l'italienne, il y avait une seule case qui dépassait un peu, que j'ai dû redessiner. Et puis on s'est dit aussi, il y a un super potentiel sur l'ouverture du livre. Parce que quand on ouvre un bouquin à l'italienne, d'un seul coup, ça devient un immense panoramique. Et là, du coup, j'ai fait des dessins supplémentaires pour ce livre-là, que j'ai intégré dans l'histoire pour la rythmer visuellement et avoir de temps en temps la très grande case qui fait aussi du bien. Tu as travaillé sur un Lucky Luke, ce qui en soi doit faire plaisir, j'imagine, de travailler sur un personnage un peu mythique. Le fait que tu fasses ce western-là, est-ce que le fait d'avoir fait Texas Cowboy avant a un peu aidé à te pousser sur ce projet ? Oui, tout à fait. Texas Cowboy m'a beaucoup aidé. D'abord, m'a aidé sur plein de choses. Pas uniquement pour Lucky Luke, mais de toute manière sur mon retour au western. En tant que dessinateur réaliste, j'ai évidemment baigné dans la bande dessinée des années 80 et j'ai été fasciné par Blueberry, par Derib. Et donc, en adoptant la bande dessinée et en étant pris d'amour pour la bande dessinée, j'ai été aussi pris d'amour par le genre western. Puis j'ai développé cet amour et cette connaissance du western par ailleurs, mais j'ai jamais osé y retourner jusqu'à Texas Cowboy parce que j'avais trop peur d'avoir des influences trop visibles et je me suis laissé le temps de me faire mon propre chemin, d'avoir peut-être d'affiner mon propre style sans jamais vraiment le formuler comme ça, mais en tout cas d'avoir ma propre personnalité. Et pour pas que les gens disent ah tiens c'est le sous Giro, c'est le sous Rossi, c'est le sous Derib, ce que je ne voulais pas. Et donc quand j'ai voulu vraiment me remettre au western, je me suis dit j'avais besoin d'aide en fait. Et après avoir fait Omnivisibilis avec Lewis, je lui ai dit tiens en fait ce serait bien que toi tu me fasses un western. Parce que lui c'était pas un auteur de western, c'était pas un auteur classique et c'est un mec qui allait arriver avec son esprit ludique et sa façon de tordre le genre comme je sais qu'il sait si bien le faire. Et ça a été vraiment pour moi en tout cas une réussite et un vrai plaisir de bosser avec lui sur ce projet. On s'est vraiment éclaté. On se marrait quoi, vraiment comme des gamins qui jouent ensemble et ça a été du coup un gros déclencheur et j'ai retrouvé mes marques dans le western. Du coup quand la proposition de faire un Lucky Luke est arrivée, j'étais déjà prêt en fait finalement. J'ai un petit peu arrondi ou aménagé mon dessin mais très légèrement parce qu'il fallait garder quand même ma personnalité, c'était ça l'enjeu. Lucky Luke vu par, c'était pas pour dessiner comme Maurice parce qu'il y a déjà un mec qui le fait donc c'était pas à moi de le faire et du coup ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir faire ce projet et voilà grâce à Texas Cowboy j'ai pu retourner au western et du coup faire un Lucky Luke. Alors j'ai pas vérifié sur tous tes albums mais tu fais pas toujours tes couleurs. Et sur le Lucky Luke, justement, tu fais tes couleurs, sachant que c'était quelque chose qui était assez fort dans les Lucky Luke de Maurice. C'était d'évidence pour toi de dire, mais là, sur celle-là, il faut que je fasse les couleurs moi-même. C'est une évidence qui est arrivée assez tôt. D'abord, j'ai essayé de faire bosser quelqu'un à la couleur et je me suis rendu compte aussi que j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire et du coup à chaque fois que je voyais un fichier arriver, une page mise en couleur, j'ai dit ah non c'est pas comme ça et je me suis dit tiens je vais passer plus de temps à lui demander de faire ce que je veux que de le faire moi-même. Donc assez vite j'ai dit ok on va faire autrement, je fais les couleurs et les choses se sont faites très naturellement et finalement c'était assez rapide à faire parce que c'est une méthode, une mise en couleur comme ça. Là, pour le coup, j'ai joué complètement la référence à Maurice avec le jeu des aplats, la séparation des plans, des couleurs un peu étonnantes. Alors, qui pour moi sont super utiles en bande dessinée, qui sont très, très BD. Elles ont un côté pop, mais elles sont très BD. Et elles sont narrativement super intéressantes dans la mesure où, en limitant ma gamme, à une 15-20 couleurs quoi. Je crois qu'il n'y a pas plus que ça dans tout l'album. Je suis obligé quand je commence une séquence de me dire tiens je choisis lesquelles et donc je me limite sur chaque séquence à 3, 4, 5 couleurs et donc je vais avoir une séquence très jaune et bleu du coup en opposition celle d'après qui va être très orange et jaune ou orange et verte va être vachement contrastée et je trouve que ça permet de proposer des ambiances vraiment très différentes et ça permet aussi de la lecture et bizarrement cette façon de mettre en couleur
permet de voir mieux le dessin qu'une couleur plus classique, plus léchée, avec des effets de lumière et tout ça, où je trouve que le trait disparaît complètement dans l'image. Tu as fait pas mal de bandes dessinées historiques, et c'est le cas avec Charlotte Impératrice. Ça te demande beaucoup de travail de documentation, ou est-ce que tu te dis je vais essayer de replonger dans une ambiance plutôt que dans une réalité stricte de l'époque? C'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'il faut arriver en étant juste au niveau de la documentation à créer des ambiances. Donc parfois, et d'ailleurs avec Fabien Nury sur Charlotte Impératrice, ça a été un des gros travaux qui a été la mise en scène, a permis de me rendre compte qu'il n'y avait pas besoin d'avoir tellement de débauche de documentation, mais qu'il fallait beaucoup d'ambiance. Et donc on a essayé comme ça de tirer le truc vers des séquences un peu gothiques ou des séquences un peu crades. Et puis d'autres fois, on est là on arrive au château de Vienne. Bon, moi je peux pas faire n'importe quoi. Le château de Vienne, il existe, donc je le dessine. Et donc là j'ai de la doc. J'ai besoin de chercher de la doc et elle doit être très précise. Mais d'abord l'ambiance et ensuite les éléments de décor qu'on y insère doivent être justes, donc l'horloge en arrière-plan, le canapé machin, le costume de un tel et ça demande beaucoup de travail, mais c'est un travail que j'aime bien et qui me permet aussi des fois de rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que quand par exemple je vais chercher des uniformes, je vais pas me faire une planche avec des photos d'uniformes, je vais plutôt redessiner des uniformes, redessiner des tableaux, redessiner les photos des mecs en costume pour essayer de m'accaparer le truc, de le synthétiser et puis d'être dans le dessin tout de suite. Justement, au niveau de la documentation, j'imagine que la méthode de documentation a beaucoup changé depuis tes débuts en bande dessinée. Ah bah moi quand j'ai commencé la BD, fallait se battre pour avoir une photo en allant dans une bibliothèque pendant des heures, passer des journées entières à éplucher des bouquins sans pouvoir les sortir parce qu'il fallait pas en prendre plus de 3 et puis qu'après si on voulait en prendre plus, il fallait faire des photocopies qui étaient toujours foireuses ou qui coûtaient un franc la photocopie. Enfin, c'était vraiment une galère d'avoir sa doc et des fois on arrivait avec juste une ou deux photos à faire tout un bouquin. Mais heureusement, Internet est arrivé. Il n'y a pas que Internet d'ailleurs, il y a aussi le fait de regarder des films et de pouvoir faire des arrêts sur image sur ordinateur, de faire des copies d'écran. Comme ça, aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir de la documentation qui je trouve, est géniale. Alors, moi qui suis un féru de western, quand je vois des gens qui dessinent pas bien les pistolets, là, par le coup, après, je dis, bah merde, les mecs, quand même, là, on a tout ce qu'il faut, quoi. Vous tapez le nom Colt sur Internet, vous l'avez sous toutes les coutures. Donc, on n'a plus le droit de se tromper en même temps. Donc là, la doc, alors, le truc délicat avec la doc, c'est qu'il faut trouver la bonne distance. Il faut la trouver, il faut la voir, mais il faut la digérer et la synthétiser. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire une BD qui soit, je sais pas moi, un catalogue de Van Drouot, des meubles Empire, ou bien un truc avec des dessins super photographiques d'une arme qui brille. Il faut que ça reste un élément naturel du récit, intégré avec les personnages dans les ambiances. Voilà. Sur Charlotte Impératrice, ça change quand même, je trouve, beaucoup d'ambiance avec ce que tu as pu raconter dans tes autres BD, qui étaient souvent dans des milieux un peu plus, j'ai envie de dire, sales. Là, on est dans le luxe, dans les châteaux, dans les belles robes. Ça t'a semblé un gros changement pour toi ou c'est juste c'est un nouveau décor que tu t'appropries? C'est les deux, c'est-à-dire c'est vraiment un changement pour moi, mais en même temps, t'inquiète pas, ça sera crade aussi un peu après, hein, ça va se cradifier. Ce qui est sûr, c'est que c'est un truc qui m'a intéressé, de changer. J'aime vraiment, quand j'entame un nouveau projet qui ne ressemble pas au précédent, j'ai envie de me risquer à des nouvelles choses, des nouvelles présentations, nouvelles collaborations. Ça veut dire nouvelles méthodes de travail aussi, ça veut dire d'autres réflexes, essayer de ne pas retomber toujours sur les mêmes réflexes, de toujours pousser la même petite... de taper toujours sur le même clou, essayer de sortir de mes zones de confort pour aller voir comment vraiment servir au mieux cette histoire. Donc c'est du changement, mais j'aime bien aussi ce côté brillant, clinquant, de ce petit univers comme ça, qui est faussement propre, parce que derrière, politiquement, c'est dégueulasse, et puis il y a la scène du bordel, et puis après, il va y avoir au Mexique la poussière, le sang et les larmes, quoi. Il y a combien de tomes de prévus sur Charlotte Impératrice? Alors il y a 4 tomes de prévus dans cette série Charlotte Impératrice. Tu as déjà une idée de ce que tu vas faire après? Est-ce que tu vas revenir au scénario? Est-ce que tu vas continuer à travailler avec des scénaristes? Et en général, j'ai l'impression que tu t'entoures bien quand tu choisis tes scénaristes. Je sais pas si je choisis mes scénaristes. En fait, c'est des rencontres, on se retrouve, on s'apprécie, on aime son travail, on discute beaucoup, et c'est des choix qui se font
non pas sur casting comme ça, mais vraiment par rencontre. Mais oui, je pense beaucoup à faire d'autres choses après. Alors, le truc, c'est que c'est loin, parce que 4 albums de cette ampleur-là, ça va me prendre plus de 4 ans. Donc je réfléchis à des choses que je vais faire après. Et oui, j'ai vraiment envie de revenir au scénario, parce que en fait, j'ai toujours alterné boulot en solitaire et boulot avec scénariste. Et c'est vrai que le travail, quand je travaille avec un scénariste, je suis rassuré par le fait que le projet se fait, que l'histoire est en place, tout ça. Mais ça me génère aussi beaucoup de frustration sur le fait que c'est pas mon histoire, etc. Donc en fait, d'alterner, c'est super. J'ai le temps d'écrire. Et quand je n'écris pas, je génère une frustration qui me permet d'écrire. Donc en fait, je suis dans une espèce d'alternance qui me va très bien. Donc aujourd'hui, en même temps que je dessine Charlotte, je prépare évidemment d'autres projets pour après. Je ne sais pas pour quand, je ne sais pas exactement quoi encore, c'est encore très flou. Mais je prends des notes, je réfléchis, j'essaie d'avancer des trucs. Est-ce que tu fais partie de ces rares auteurs qui sont suffisamment chanceux, qui pourraient avoir un succès qui leur permet de ne faire que de la BD ? Bah ouais, en fait. Bah ouais, j'ai cette chance. Du succès parfois, des bons contrats en tout cas, grâce à mon expérience et le nombre d'albums que j'ai fait, qui sont pas toujours des grands succès de librairie, mais souvent des bons succès d'estime. Et puis je suis avec des éditeurs qui me font confiance et qui me permettent de vivre correctement mon travail. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est une bonne chose. Toi qui as maintenant une certaine aussi notoriété en tant qu'auteur, en tant que dessinateur, est-ce qu'un jour tu te verrais sortir du circuit traditionnel pour pouvoir te lancer à ton compte sur tes propres projets en tant qu'auto-éditeur, comme ça arrive maintenant et où il y a déjà certains succès qui existent ? Je me suis posé plusieurs fois la question. Mais c'est vrai, comme tu dis, ce ne sera plus mon métier. Parce que mon métier, c'est de dessiner et d'écrire des histoires. Et si on se met dans l'autoproduction, il y a un autre métier qui arrive, c'est le métier d'éditeur, de diffuseur, de démarcheur, de livreur de livres. Ça, je veux pas le faire. Et je veux pas le faire. Et en plus, je pense que si je suis tout seul, j'aurais envie de le faire bien. Et je pense que c'est un trou noir, c'est un puits sans fond. C'est toujours bien d'avoir une équipe. Alors, il faudrait trouver des formules si vraiment c'était important pour moi d'aller faire de l'autoproduction. L'idéal, ce serait de trouver une petite formule, une petite équipe où on peut se passer à tour de rôle la responsabilité d'aller à la poste faire des envois ou de démarcher certains libraires. Mais c'est un truc que moi, heureusement, j'ai pas eu besoin de faire jusqu'à présent et tant que ça va, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Si on veut suivre ton actualité sur Internet, il y a un site, il y a des réseaux sociaux sur lesquels tu es présent ? Pas trop en fait. Je suis un peu sur Facebook, mais c'est pas très intéressant parce que je mets pas grand chose. Et puis je peux plus accueillir d'amis parce que pendant une période j'ai dit oui à tout le monde. Donc je me retrouve avec des infos des fois complètement absurdes, de petits chats qui tombent de la fenêtre et en fait je m'en fiche complètement. Ce qui fait que j'y vais très peu sur Facebook. Bon, voilà. J'ai pas de site dédié vraiment. Ce qui demanderait aussi du travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais un site, il faudrait que je le fasse aussi, que je l'entretienne, que je mette des choses et tout ça. Ce que j'ai pas envie de faire, parce que c'est vraiment du gros boulot. Donc non, désolé. Désolé, pas grand-chose quoi. Puis comme tu changes d'éditeur souvent, on peut même pas suivre un éditeur. Je change pas si souvent que ça parce que j'étais longtemps chez Dargaud, après encore très longtemps chez Dupuis, puis là je reviens chez Dargaud le temps d'un projet, mais je fais pas tellement de sauts de puce. Je suis bien avec ces équipes que je connais, même quand je travaille pas avec Dupuis, on se croise, là voilà, Saint-Malo, on se croise, on discute, on se rencontre, on se raconte notre vie. On reste en contact quoi, donc le lien est pas fermé. Voilà, pour l'instant, je suis bien comme ça, là, c'est cool. C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée ? Alors, c'est pas tout nouveau, parce que ça a plus d'1 an, mais j'ai beaucoup aimé le bouquin de Jérémy Moreau, qui s'appelle La saga de Grimm. Moi, je lis pas beaucoup de BD. Je lis la BD des copains, je lis les trucs que je vois, qui me disent « Oh, ça a l'air bien, tout le monde en parle, est-ce que c'est ?» Et je suis pas toujours enthousiaste, parce que je me fais pas beaucoup avoir aux effets de narration forcément parce que moi aussi je les expérimente, je passe mon temps à essayer d'embobiner des lecteurs, donc je connais les ficelles. Donc quand un bouquin me permet de rentrer dans une histoire, d'oublier les ficelles et de me faire partir comme ça dans une BD qui est chargée symboliquement et qui est très forte je trouve émotionnellement, je lui dis chapeau quoi, c'est vraiment un très très bon album. Et j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait une synthèse de ces influences qui faisait qu'il y avait beaucoup de personnalités
et ce que ça dit, ou ce que ça sous-entend, ou ce qu'on ressent à la lecture comme un truc très viscéral, très brutal, très animal. J'ai trouvé que c'était vachement fort, quoi, vachement bien. À Saint-Malo, il n'y a pas que de la bande dessinée. Il y a aussi des vendeurs de goodies et d'objets d'art. Je citerai par exemple Atacus, qui est un stand magnifique, qui fait rêver et qui fait peur au portefeuille. Mais il y a aussi beaucoup de petits éditeurs jeunesse qui se mêlent aux petits éditeurs pour essayer de faire connaître leurs albums. Alors ce ne sont pas de gros éditeurs jeunesse qui pourraient se payer des stands énormes, mais ça permet aussi de découvrir des petites perles. Je pense par exemple aux éditions Luminion que je ne connaissais pas et qui font des ouvrages magnifiques que je ne peux que vous recommander de regarder. Et en parlant de jeunesse, Timo l'Aventurier est une bande dessinée que j'ai vraiment pas mal aimée. J'attends encore d'avoir l'avis de mes collègues quand on la chroniquera bientôt, qui est dessinée par Johan Sacré, un auteur qui nous avait fait quelque chose d'un peu plus burtonien par le passé, avec Mon Cauchemar et moi, et qu'on avait aussi croisé sur un des numéros d'Axolot. Quelque chose que j'ai remarqué énormément d'un point de vue graphique, c'est que par rapport à ce que tu avais fait avant, ton trait s'était énormément adouci. Donc j'avais un peu vu ton travail, ce que tu avais sorti chez Manolo Sanctis, donc il y a quelques années maintenant. Tu as un trait beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, un peu moins burtonien, j'ai envie de dire. C'est une évolution qui est venue pour cette BD-là parce que le sujet s'y prêtait, ou c'est ton trait qui a évolué avec le temps vers cette technique-là ? En fait, je travaille toujours le fond et la forme sur comment représenter les choses, et du coup sur Timo. Par rapport à Mon Cauchemar et moi que j'avais fait à l'époque, où c'était plus brut, plus sombre. Là, sur ce genre de récit, je voulais justement quelque chose de rond, doux. C'est pour ça que je me suis tourné vers le crayon, la mise en couleur sur Photoshop. J'aime travailler l'aquarelle et j'essaye toujours d'allier le matériau, un peu le fait de bosser aussi sur ordinateur. Je pense pas au temps que ça doit prendre, etc. C'est vraiment le parti pris artistique de me dire, si je travaille moins en traditionnel et plus sur ordinateur, ça doit avoir un sens avec ce que je veux raconter et la manière dont je le fais, etc. Donc ça a coulé de source de le faire de cette manière. Et d'ailleurs, je suis revenu à l'encre, par exemple, avec Axolot, où je trouvais ça plus cohérent aussi avec l'écriture de Patrick et les choses racontées, de faire à l'encre avec un pinceau fin. Et ça me permet aussi de me faire plaisir, de passer de l'un à l'autre, où j'ai accumulé des planches au crayon. Ça me laisse assez vite. En plus, j'aime pas refaire mes personnages, etc. Donc c'est allier tout ça en fait. Et puis c'est quelque chose aussi, de la variété qu'on retrouve pour le coup dans Timo, parce qu'on a les parties de carnet de voyage de Timo. Pour le coup, tu dessines ses dessins lui, donc dans un autre style, avec d'autres techniques. Oui, c'est pas facile aussi, parce que c'est un truc qu'on peut reprocher, où on aurait pu utiliser des dessins d'enfants. Il y a la difficulté aussi de refaire les dessins d'un enfant. Ici, c'est essayer d'allier le fait que c'est un bouquin plus mainstream, plus populaire, dans le sens où il faut garder une écriture assez lisible et que ce soit fait main, parce que j'écris très très mal, j'aurais pu écrire à sa place aussi, mais c'est pas forcément plaisant à lire et il faut toujours penser à ça en fait. Même pour les pages, il y avait toujours le rappel de Jonathan de bien espacer quitte à manger un peu du dessin pour privilégier la lecture et le plaisir de la lecture en fait. Pour le dessin, représenter ses dessins à lui, c'était cette optique-là aussi en fait. Il y a un marquage graphique sur tes personnages que je trouve assez original, avec ces petites marques rouges sur le nez et les mentons. Il y a une volonté particulière que tu vas lier à l'univers, ou c'est un traitement graphique que tu trouvais joli pour ce sujet en particulier ? Pour le maquillage de Timo par exemple, ou tatouage, c'est pas forcément spécifié. En fait, c'est pas gratuit, c'est toujours un truc qui va expliquer quelque chose, même si on le fait pas. En tout cas, pour moi, travailler, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'il a ce genre de symbole, etc. Je voulais quelque chose pour mélanger les cultures et les genres, en essayant, en tout cas, si on me le reproche, c'est possible de ne pas faire d'appropriation culturelle et de profiter de tout ce qui est disponible, et d'inventer un nouvel univers avec des choses sur lesquelles on pourrait se raccrocher en étant d'une culture variée. Donc oui, c'était une envie. Après, graphiquement aussi, d'avoir quelque chose qui peut tout simplement plaire, je sais pas, attirer là. Justement,
quand Timo fait ses voyages, il découvre toute sorte de culture qui est à moitié, on voit qu'elle a été détruite. Ça fait un peu, entre guillemets, post-apocalyptique, mais très longtemps après, quoi. On sent qu'il va réveiller un truc qu'il n'aurait pas dû réveiller, hein, je ne vais pas trop spoiler là-dessus. Tu avais déjà tous les tenants aboutissants du scénario pour savoir comment développer tous ces éléments qui, j'imagine, sont des indices pour le deuxième tome que j'attends avec impatience. Ouais, bien sûr. En fait, là pour le moment, je suis arrivé à une quinzaine de pages et je suis un peu à l'arrêt parce qu'il m'a pas donné tout simplement les dialogues et la suite, mais tout est déjà écrit et planifié. C'est plus qui est. Jonathan réfléchit constamment à comment terminer, de quelle manière, et ça, c'est pas que ça évolue, mais ça se balade comme ça. Et c'est pas aléatoire. En fait, c'est un système comme mon cauchemar et moi, j'avais travaillé comme ça en fait, où je savais vers quoi je voulais aller, etc. Mais tout du long, je voulais me surprendre moi-même sur les pages et de me dire peut-être plutôt que d'être bloqué sur une trame complète où tout est défini, etc. Se dire voilà, ça c'est une possibilité, etc. Tout en sachant aussi que c'est pas anodin, c'est pas partir en se disant on peut raconter tout et n'importe quoi. C'est toujours en plus se surprendre, mais se dire que du début à la fin, tout ce qu'on a mis en place, etc. doit s'expliquer, doit se répondre et ça a un sens. En plus, moi j'adore ça en cinéma aussi, quand du début à la fin c'est planifié, que ce soit complètement écrit ou pas. Après ça fait de la sérendipité aussi sur le fait qu'on n'attendait pas quelque chose et qu'au final ça boucle d'une certaine manière quelque chose. Ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, c'est une espèce de structure, essayer de garder un truc organique mais tout en étant très rigoureux un peu. De ce point de vue-là, il y a des éléments que tu as apportés qui ont fait légèrement modifier le scénario derrière. Bah oui et non, parce qu'en fait on se répond hyper bien sur des envies et des idées sur cette trame, on sait vers quoi on va, etc. Disons qu'on se... En fait, c'est vraiment le matériau et comme à la forge, d'avoir quelque chose de le travailler pour obtenir vraiment quelque chose. De brut. C'est quelque chose de brut c'est déjà quelque chose de prédéfini, vivant, etc. Mais c'est vraiment le terminer en beauté, de se dire, voilà, on le restructure et en travaillant... comme ça, au fur et à mesure aussi, tout en ayant ce schéma de base, on peut avoir quelque chose de le rendre encore meilleur tout le temps, de chercher à comment bien combler chaque chose et bien définir tout ça. Je ne sais pas expliquer ça, mais je suis désolé. Tu as commencé en tant qu'auteur complet, tu aurais des envies de revenir au scénario, tu as des histoires que tu aimerais dessiner? Oui, en fait j'ai mis beaucoup de temps à faire d'autres projets. J'ai des envies très précises, avec des univers très précis, plein de personnages que j'ai écrits, dessinés, à droite à gauche. On les retrouve pas mal dans certaines de mes illustrations. Je l'explique pas, mais en tout cas je sais de ce dont ça parle, etc. Le problème, c'est que j'ai du mal à le vendre, que c'est très particulier et que j'écris pas forcément très bien. C'est pour ça que ici avec Jonathan, c'est une super collaboration de revenir comme ça sur ce genre de projet. Et travailler avec un scénariste justement pour t'aider à mettre en forme tes idées et à les rendre plus carrées, c'est quelque chose que tu envisages? C'est pas forcément être plus carré, c'est être plus cohérent avec une structure sur laquelle là on en parlait avec un autre scénariste qui voit ça aussi comme ça, de son point de vue d'écriture, où il garde le principal des dialogues et des relations entre les personnages, etc. Moi je suis vraiment un créateur d'univers et de comment chaque chose, comme on parlait des symboles dans le livre, des créatures, etc. Moi c'est vraiment un truc qui me travaille, où chaque chose a un sens, etc. Je travaille sur des petits univers comme ça qui doivent bien se dérouler. Je suis pas forcément bon pour peut-être l'intrigue. Mais ça me parle énormément. Enfin, c'est juste que j'ai du mal à l'écrire. Oui, la construction d'univers, c'est quelque chose qui te plaît. Et ensuite, quand il faut créer le récit et voir d'un point de vue narratif comment il va évoluer, c'est là que tu coinces un peu, c'est ça que tu veux dire? Pas tant que ça, parce que le pire, c'est que je sais très bien ce que je veux. Après, c'est un peu comme là, j'ai du mal à parler, parce que j'ai du mal à expliquer ce que je veux faire. Et dans mon travail, c'est pareil, que ce soit le fond et la forme. Je parlais de la technique tout à l'heure. C'est la même approche. On me qualifie en bande dessinée jeunesse, alors que moi, c'est même pas mon but. Mon graphisme, c'est pas
l'intérêt d'être dans une case ou quoi que ce soit. C'est juste que j'obtiens ça d'un univers que j'ai à l'esprit, qui résulte de ça, mais c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est pour ça, dans Timos, ça parle beaucoup des apparences et de comment on perçoit les choses, chacun avec nos points de vue. Tu as commencé chez un éditeur qui était très tourné vers le numérique. Tu es maintenant chez un éditeur très classique. Tu penses que le numérique est voué à l'échec ou que vous avez essayé de faire ça trop tôt ton point de vue sur la BD numérique, que ce soit la BD native, tu vois, vraiment faite pour le numérique, ou la BD qu'on va adapter, trouver un modèle économique, ce qui est toujours la galère, j'ai l'impression, dans ce domaine-là. Je crois que c'est deux choses pas comparables en fait. Tout peut coexister. Ce qui est intéressant avec le numérique, c'est d'avoir une approche un peu comme le turbomédia, où on peut raconter des choses avec le numérique. Ça a du sens de faire des petites animations, d'avoir certaines cases qui sont propres à l'écran, etc. En bande dessinée classique, c'est intéressant de le raconter d'une façon classique, à l'ancienne, on va dire, entre guillemets, sur papier, d'une autre structure. Tout est intéressant, c'est juste que... En plus, c'est même pas une question d'époque, je pense. Enfin, le fait que le numérique est assez récent, etc. Oui, mais je crois que ça va continuer comme ça dans le temps, avec du bien dans chaque cas. Est-ce que tu vis de ta bande dessinée ? Qu'est-ce que tu fais d'autre pour manger ? Parce que je sais que les auteurs, c'est pas facile. Le problème aussi, c'est que comme j'ai toujours perçu mon travail plus artistiquement que financier, j'ai pris beaucoup de temps. C'est pour ça aussi, avec ces bandes dessinées, de travailler tous ces univers, des choses qui me parlent énormément, mais je pense pas du tout au fait que je dois payer mon logement, à me nourrir, etc. Donc c'est très compliqué. Mais j'essaye de me débrouiller comme je peux, voilà. On va dire ça. Si on veut suivre ton travail sur Internet, il y a un endroit où tu es présent, actif ? Je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux. En fait, ça m'a toujours beaucoup parlé. C'est pour ça que je me définis principalement autodidacte, parce que en fait, j'ai commencé grâce à Internet d'apprendre la bande dessinée, l'illustration, et de le partager, de rencontrer plein de personnes avec lesquelles je ne travaillerais pas du tout sans Internet. Oui, donc je suis à peu près partout et c'est important. On cherche Yoann Sacré et on trouvera. Ouais, sur Google, tout simplement. C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée ? Ma dernière grosse découverte qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est Poussière chez Delcourt de Geoffroy Monde, un très bon ami, qui m'a énormément surpris parce qu'en fait c'est un personnage très particulier en tant que tel humainement. Et dans ses BD, il a une approche très intéressante de l'humour, et dans son graphisme aussi, il est très fort pour représenter des choses qui habituellement, avec ce genre d'humour et ce genre de parti pris en bande dessinée, ne se retrouvent. J'ai du mal à l'expliquer. Oui, des choses qui fonctionnent pas et là d'un coup ça marche. Non, c'est pas ça, c'est vraiment c'est une démarche propre à lui que je trouve hyper intéressante. Et ici c'est encore quelque chose de différent, c'est un bouquin d'aventure fantastique plus classique, qui joue avec certains codes, etc. Et c'est très beau et très bien écrit. Christophe Cazeneuve est un des scénaristes phares des éditions Bambou. Il fait de la BD à papa, de la BD de supermarché, de la bande dessinée assez salement critiquée en général par les élites intellectuelles qui trouvent que ça manque de profondeur, que la BD à gag c'est un peu minable et que faire ces trucs un peu simples pour les jeunes, franchement ça vaut pas le coup qu'on y perde notre temps. Mais pourtant c'est une bande dessinée essentielle dans la découverte de la bande dessinée, c'est une bande dessinée qui plaît aux jeunes et qui ne plaira pas non à ces intellos de gauche parisiens qui ne pensent que par les grands auteurs intellectuels qui leur font réfléchir. Non, c'est du pur divertissement et du divertissement qui peut devenir éducatif quand on aborde les bons sujets de la bonne manière. Christophe Cazeneuve fait le travail dont il a rêvé, sans aucune arrière-pensée vénale, et il en parle vachement bien. T'es un peu marqué en tant que ce que j'appellerais les auteurs de BD à métier. Tu as fait plein de BD sur des sujets mais vraiment assez pointus. Donc je pensais à Tattoo Mania, donc j'avais parlé déjà avec Richard Di Martino.
Et ce que me disait Richard, c'est que tu arrives aussi à faire de la BD d'humour sur des domaines qui sont pas du tout les tiens. Et il me disait que le tatouage, tu connaissais pas du tout. Comment est-ce que tu fais pour t'immerger dans ces milieux où tu sais que tu vas être attendu au tournant par les connaisseurs? Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. On fait pas de la BD non plus. C'est pas vraiment élitiste. C'est pas pour une profession en particulier ou pour les tatoueurs. C'était vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est la BD de tout public. C'est essayer de faire découvrir des choses aux lecteurs sur des univers que je ne connais pas. Alors là, les exemples que vous avez cités, c'est vrai que aussi bien Cléo pour l'Égypte ancienne, antique, que Tattoo-Mania, ce sont des thèmes un peu particuliers sur lesquels je ne connaissais pas grand-chose au départ. Mais ça vaut aussi pour toutes les BD que je peux faire. En fait, c'est toujours une envie de faire découvrir un univers, déjà pour moi, et puis d'essayer de le faire passer à travers la BD. J'ai pas l'impression que ce soit pointu justement, parce que si c'était pointu, déjà moi j'arriverais pas à le faire. Par exemple la BD des pompiers ou des gendarmes, je peux pas faire des gags pointus parce que je ne suis ni pompier ni gendarme. Le but c'est vraiment de prendre un sujet et d'essayer de le rendre accessible et compréhensible aussi bien par les enfants que pour les adultes ou les gens qui font ce métier-là. Ouais. Ça te demande quand même beaucoup de documentation quand tu te lances dans un de ces sujets, un de ces domaines qui n'est pas le tien. Alors sur ces exemples précis là, cités comme Tattoo-Mania, les pompiers ou les gendarmes, pas besoin de documentation particulière. Je me documente beaucoup plus pour les BD qui sont un peu plus pédagogues comme les petits mythos, une BD sur la mythologie grecque, où là effectivement autant on fait des pages de BD on essaie de faire amusantes, on donne des petites infos, autant chaque fin d'album il y a un dossier où là je potasse vraiment, ou les animaux marins en BD également, où j'essaie de trouver de vraies espèces, aussi bien les coquillages que les poissons, qui ont des particularités qui pourraient intéresser le lecteur. Mais là on est vraiment sur des BD, je fais pas que ce genre de BD, heureusement, ça serait un peu fatigant, parce que c'est quand même assez lourd ce genre de BD en termes de documentation, c'est vrai. Je pourrais pas faire 2 ou 3 albums par an de ces séries là quoi. Alors, j'espère que tu vas pas le prendre mal, mais je classe tes BD dans ce que j'appelle les BD de supermarché, c'est-à-dire des BD qui sont accessibles, qui permettent de se vendre assez facilement, plus facilement en général qu'une BD d'heroic fantasy ou quelque chose. C'est quelque chose qui te choque d'être considéré, que je te dise ça ou pas? Non, parce que je me suis pas posé la question moi, au début. Ce que j'ai envoyé à Bambou, et ce que j'ai envoyé d'ailleurs à plein d'éditeurs pendant les 12 ans où j'ai fait des démarches pour trouver un éditeur, c'était ce genre de BD que j'ai envoyé, c'était du gag. C'est ce que j'aime depuis que je suis enfant et ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc quand Bambou m'a pris, m'a signé, j'étais le plus heureux du monde parce que Bambou fait ce genre de BD. Ce sont les BD que j'aime, donc moi j'assume tout à fait. J'ai fait vraiment ça sans penser que je serais dans les supermarchés ou pas. Je ne me posais pas la question. Non, je suis fier d'être dans les supermarchés, dans les librairies, de faire de la BD populaire comme j'aime lire moi. Non, je le prends pas mal parce que je sais que c'est cette BD là que j'aime et que je ne me vois pas faire d'autres BD d'ailleurs différentes, faire peut-être des romans graphiques ou quoi. J'en ferai peut-être, mais ça m'attire moins. Profondément, j'aime ces BD là. Les BD qu'on trouve dans les rayons, des grandes surfaces et partout d'ailleurs. Hein. Sur la station-service ou dans les... Bah oui, enfin après, ça c'est plus mon boulot, après c'est l'éditeur qui sait où les mettre, mais non, ça me vexe pas du tout, non. D'un point de vue de la construction du gag, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué quand je lis des BD à gag, après je suis peut-être un public difficile, je me dis souvent, en fait, ça passerait vachement mieux si c'était dans un magazine et si j'avais un gag de temps en temps que si je me chopais un album de 46 planches de gag où ça va peut-être avoir un côté un peu lassant. Est-ce que cette prépublication que je retrouve dans le Bamboo Mag, qui pour le coup, je prends plus de plaisir à lire les gags dans Bamboo Mag qu'à côté, est-ce que tu penses que cette prépublication, c'est quelque chose qui manque ou pas à notre époque ? Alors moi de mon côté je préfère justement lire un album de gags, je préfère, et quand je les écris, je fais attention justement à ce qu'il y ait une petite unité, que le lecteur en lisant une page se dise tiens ça me parle ça, alors il revient quelques pages en avant, il dit oui il y a ce personnage où il y a déjà cette intention, donc j'essaie de construire mes albums de gags, pas comme des albums une page après l'autre, mais vraiment comme un tout. Même si le lecteur ne voit pas forcément, moi je le vois, le dessinateur le sait aussi, et je les travaille vraiment de cette manière-là, ce qui fait que pour moi chaque album de gag est toujours un peu différent. Par exemple là je suis en train d'écrire le tome 18 des pompiers, je sais ce que je vais mettre dedans, pour moi il y aura un petit lien dans ces albums-là, dans cet album-là qui va pas réunir toutes les pages, c'est pas une histoire complète, mais je les considère toujours comme une unité et pas comme un recueil de pages en fait. Il y a eu, j'ai l'impression, une première étape avec ce que je disais, pompiers, gendarmes, etc. Puis il y a eu quelque chose de plus didactique, tu en parlais, comme Cléo, les animaux marins. Justement, ce côté didactique, c'était toi qui voulais avoir une autre façon de raconter pour évoluer dans
dans les milieux dans lesquels tu évoluais pour aussi peut-être apporter quelque chose en plus à ton lectorat ou alors est-ce que ça a été un projet éditorial? Pas vraiment l'un et pas forcément l'autre. C'est Arnaud Plumery qui a proposé l'idée, je crois, à Bambou pour les dinosaures en BD. Parce que gamin, il lisait lui des petits bouquins dans lesquels il y avait des BD pédagogiques. Il s'était dit, lui qui est passionné par les dinosaures, c'était un bon moyen de faire découvrir la paléontologie. Et ensuite, c'est vrai que l'idée a plu chez Bambou. On a vu que le lecteur aussi. Et c'était, je crois que c'était la bonne idée au bon moment pour Bambou. Effectivement, après les séries métiers, après les séries sport. Moi, j'ai travaillé sur des séries qu'on va dire un peu plus filles, comme les Sisters par exemple. Mais c'est vrai qu'il y avait tout ce pan-là à développer de BD où on essaie d'amuser le lecteur tout en apportant des infos. Pour moi, l'exemple type dans le travail que je fais, c'est les petits mythos. Où une BD, vraiment, on s'amuse, on prend pas la tête aux gamins, je pense pas, dans les pages de BD. Et il y a quand même de quoi, dans chaque album, de quoi lui assurer la moyenne en histoire ou en mythologie, si jamais en cours il a un interro. Et ça vaut aussi pour les insectes en BD ou les animaux marins, ou Cléo. Cléo, c'était passionnant à faire. Pareil, le lecteur ne le voit pas, et puis même peut-être celui qui, comme tu disais tout à l'heure, ceux qui ont peut-être un regard un peu critique sur les albums de gags, en disant c'est un recueil, ce sont des recueils de pages, sans vraiment un intérêt que peut apporter un album d'histoire complète. Moi, Cléo, j'ai travaillé avec une égyptologue spécialisée dans les reines de l'Antiquité. Quand on travaille avec quelqu'un comme ça, qui nous apporte sa connaissance, c'est passionnant. On essaie de faire ressortir ça. Les animaux marins en BD, c'est pareil, on a une caution. Maintenant, il a pris sa retraite, mais c'était le directeur de l'aquarium tropical de la Porte Dorée à Paris. Donc quand on travaille avec des gens comme ça, moi après, je suis plus dans un album de gag classique. Je sais qu'on essaie de faire un truc pédago. Je sais que je fais du gag. Je sais que je fais pas un album qui aura un prix, parce qu'on sait très bien que les albums de gag n'en ont pas. Mais j'essaye d'apporter ce petit plus qui fait qu'on va peut-être pas dire « Oh, c'est encore du gag », mais qu'on va dire « Ah ouais, c'est du gag, mais j'ai quand même appris un truc. » C'est bizarre ça, on n'a pas l'habitude. Voilà. Tu parlais des Sisters, il y a eu droit à une adaptation en dessin animé. T'as eu ton mot à dire là-dessus, de comment ça se passait William et moi avons eu un autre mot à dire, bien sûr. On reçoit d'ailleurs, parce que la deuxième saison est en préparation, nous recevons tout le temps les pitchs, les synopsis, les scripts. Ensuite, on va recevoir toutes les étapes de storyboard et tout ça. Alors, ça se passe vraiment tellement en toute amitié qu'on n'a même pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Et on sait qu'ils travaillent bien et que ça se passera de toute façon bien, mais on a quand même ce regard-là. Donc moi, il m'est arrivé une seule fois de faire une petite remarque sur un scénario, mais c'est pas mon boulot, moi, le dessin animé, donc j'ai pas les codes d'écriture du dessin animé. Quand je vois ensuite le résultat, je me dis qu'ils avaient raison, puisque ça fonctionne. Donc c'est ce que j'aime en fait dans ce travail-là qu'ils ont fait, c'est que c'est pas une adaptation, pour moi c'est l'interprétation. Ils ont pris notre matériau à nous et ils en ont fait quelque chose qui leur appartient tout en ayant pris ce qu'on avait créé nous. C'est assez curieux, mais le résultat justement est surprenant et plaisant. Pour nous en tout cas, je parle pour William un peu là, mais je pense qu'il sera d'accord avec moi. Donc on a une autre mot à dire, mais on ne le dit pas forcément parce qu'on trouve qu'ils font un super travail. On parlait aussi des séries pas à gag, donc je pensais aux Amis de papier, qui était un échange avec notre scénariste. Justement, est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu aimerais aller ou est-ce que c'était vraiment un projet particulier qui t'a intéressé vers ça ? Ce sont toujours des rencontres qui définissent les projets. Moi, les albums de gag, j'ai toujours envie d'en faire parce que c'est vraiment ce que j'aime. C'est ce qui m'éclate le plus, c'est de faire du gag. Là, c'était suite à une rencontre avec Ingrid en festival. Un festival où il n'y a personne et où on s'ennuyait un petit peu. On avait parlé un petit peu de nos envies. Et je m'étais dit que finalement, on a eu envie de travailler ensemble. Je m'étais dit que le meilleur moyen de travailler ensemble, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui justifie ce travail en commun. Et finalement, pourquoi pas faire une BD avec deux personnages vraiment distincts, deux gamines, qui s'écrivent, ce qui fait la façon de travailler avec Ingrid est très particulière. J'écris mes histoires avec mon personnage à moi qui est Charlotte, j'écris les lettres de Charlotte, Ingrid me répond avec son personnage qui est May. Donc en fait c'est très, là c'est justifié de travailler ensemble. Donc c'est vraiment la rencontre qui a amené la naissance de ce projet-là. Je pense pas que les Amis de papier seraient nés si je n'avais pas rencontré Ingrid par exemple. Tu aurais d'autres projets, pas forcément dans la même veine, mais qui ne seraient pas dans du gag à venir ? Oui, mais après, je sais jamais vraiment moi si c'est dans du gag ou pas. Ça dépend de la rencontre. Il y a des dessinateurs, par exemple, qui ont plus de difficultés avec le format gag. Ils se sentent plus à l'aise sur un format 3-4 pages ou l'histoire complète. Donc ça dépend vraiment de la rencontre avec le dessinateur, de l'envie du moment. Il y a des dessinateurs pour lesquels c'est plus évident, comme je sais pas, Bloz pour les fondus de moto, ou Larbier pour les mythos, ou même William pour les Sisters, ou je sais pas, pour les Cops avec Fennec. Eux, c'est évident qu'en gag ça fonctionne parce qu'ils ont un dessin qui est très marrant. D'autres dessinateurs n'ont pas cette envie de faire du gag et puis ils préfèrent des formats un peu plus longs. Moi je m'adapte, c'est vraiment à l'envie et à la rencontre. Je me dis pas en trouver une idée, tiens ça va faire une série de gags. J'essaie de voir comment ça peut fonctionner. Tu choisis tes dessinateurs, savoir tiens,
avec lui, je pourrais faire ça, ça sera bien, ou tiens, j'ai une idée, mais il faut que je trouve le dessinateur qui va bien coller, ou bien alors, tu as un éditeur qui t'aide en disant, mais c'est lui qui va aller. Une fois de plus, ni l'un ni l'autre. Non, c'est vrai, je pars toujours d'une idée du dessinateur. Pas au début évidemment, mais même depuis quelques années. Je demande toujours à un dessinateur, donc je vais pas le chercher. Ce sont souvent des rencontres en festival ou par des amis communs, ou par des échanges de mails ou par réseaux sociaux, tout ça. Et je demande toujours au dessinateur ce qu'il a envie de faire et j'essaye de voir si je peux lui proposer quelque chose. Si je fais que des trucs qui me concernent moi, je vais tourner en rond. Je parlais toujours que des sujets qui m'intéressent et finalement ça va être gonflant pour moi et pour tout le monde. Alors je pars toujours de ce principe-là, donc je choisis pas de dessinateur, je rencontre des dessinateurs, c'est parfois eux qui viennent me rencontrer aussi, donc on échange, on voit, on se renifle un petit peu, voir si on peut s'entendre, parce que moi je veux travailler qu'avec des copains, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui vont me prendre le chou, parce que je vois pas l'intérêt. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais j'ai pas d'histoire dans des tiroirs, j'ai rien de prêt en fait. J'ai pas d'histoire prête, j'ai pas d'idée prête. Je rencontre quelqu'un, et on parle de ce qu'on veut faire, et là, à ce moment-là, je propose quelque chose. Mais j'ai pas d'idée à tiroir en fait, enfin de tiroir à idée plutôt. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la bande dessinée ? Est-ce que tu penses qu'on va rester sur le papier encore pour des dizaines et des dizaines d'années ? Ou est-ce que tu crois qu'on va migrer petit à petit sur des formes de publication sur Internet, même si à l'heure actuelle, le côté économique se cherche encore ? J'aime beaucoup en fait ce qui peut se faire sur Internet parce que les formats sont complètement libres. On peut faire du gag de 17 cases alors que nous on est quand même limité quand on fait une page de gag dans un album papier. Donc je suis pas inquiet, je me dis pas que la BD papier va disparaître. Surtout c'est déjà on sait que c'est beaucoup plus compliqué de scanner toutes les BD en numérique. Je pense aux livres qui sont du souci aussi parce que beaucoup de choses passent sur tablette et sur liseuse. Voilà. En BD il y a peut-être le format qui fait qu'on est un petit peu à l'abri de ça. Mais je suis pas inquiet parce que je pense que pour bien utiliser la BD en numérique, il faut vraiment travailler ce format numérique et faire des BD qui ont une justification en numérique. Si moi je me mets à faire du gag ou je sais pas quoi en format numérique, si c'est pour faire du 8 cases, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc il faut trouver. J'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui proposait des BD qui bougent, chaque case bouge un petit peu. C'était des personnages sur une barque et ça remuait. Chaque case en fait avait un petit gif comme ça. Ça je trouve que c'est intéressant. Bon, c'est peut-être un peu encore vraiment la base de ce qui peut se faire. Mais là je trouve que ça a un intérêt. Juste passer de la BD traditionnelle comme j'aime la faire sur papier en numérique, je vois pas l'intérêt. À part un intérêt peut-être économique, mais là ça m'échappe un peu et je n'ai pas trop d'avis encore là-dessus. Est-ce que tu travailles sur de nouvelles séries, de nouvelles collections, ou est-ce que pour le moment tu es en train d'enchaîner, de travailler sur toutes les séries que tu as en cours ? Oui, j'ai pas mal de séries en cours, mais j'ai effectivement des idées, des projets, des envies, mais c'est vraiment... une fois de plus, c'est vrai que je connais pas, j'ai des amis scénaristes qui travaillent comme ça, ils ont des idées prêtes, et ils cherchent un dessinateur. Je connais pas ce sentiment-là, cette recherche-là. Je sais pas finalement si j'ai raison de faire comme je fais, mais du coup j'attends. Je suis plutôt dans l'attente de la rencontre avec un dessinateur, une dessinatrice, à dire ah ben tiens voilà, on va peut-être travailler là-dessus. Donc j'ai des projets, mais qui sont sur des rencontres qui sont faites déjà il y a 1 an ou 2. Là j'attends parce que j'ai toujours l'envie de faire de nouvelles choses. Et puis on sait très bien, la BD étant aussi un commerce, il y a des séries qui s'arrêtent, donc forcément ça donne envie de redémarrer autre chose à côté, soit avec le même dessinateur, soit en faisant de nouvelles rencontres. Voilà, moi je suis ouvert après, je me prends pas vraiment la tête, je pose pas trop de questions, je profite de la chance que j'ai de faire de la bande dessinée que je rêvais de faire quand j'étais gamin, c'est-à-dire du gag. Qui est vraiment le format que j'ai toujours rêvé de travailler. Et je me permets des fois des petites récréations sur des séries qui ne sont pas gags et je me fais également plaisir là-dessus. Si on veut suivre ton travail, il y a un endroit sur Internet où on peut avoir un peu toutes les news de Christophe Cazeneuve ? Non, parce que je suis pas très bon. J'avais essayé de faire un blog une fois, mais je suis nul là-dessus. J'ai rien à mettre, j'ai pas de dessin à mettre. Puis je suis assez pudique, il n'y a pas de photo de moi, enfin je mets rien. J'ai un Facebook, mais sur lequel je fais que partager ce que mettent les copains. Je mets très rarement des trucs si je mets quelque chose quand un album sort, donc je mets la couverture. Mais je suis pas du tout à l'aise sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment faire. Et puis finalement, ça bouffe du temps. Et je préfère passer du temps à travailler, à être avec ma femme ou promener avec mon chien, quoi, plutôt qu'être sur les réseaux sociaux. Voilà, je sais pas faire. C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée ? Alors, c'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un auteur de bande dessinée grec qui s'appelle Baboussi Kourtis, qui travaille sur des comics américains. Et j'ai acheté sa dernière BD grecque. Sur Héraclès, il fait une BD sur la mythologie. Et j'aime beaucoup son dessin.
Je sais qu'on ne le trouvera jamais en France. Il faut aller faut le commander à lui-même directement en fait. Je suis en contact avec lui sur Facebook. Il ne sait pas que je parle de lui parce que je ne connais pas plus que ça. Voilà. Et j'aime beaucoup son dessin. J'aime faire en fait des petites découvertes de ce genre-là. Un peu inattendu, et finalement connaître son nom m'a amené à découvrir d'autres auteurs de BD grecs aussi, puisque le marché grec pour moi n'existait pas, finalement si. Il y a même des festivals de BD en Grèce, je ne savais pas, à Thessalonique, et ils participent à des festivals, donc voilà, c'est vraiment une découverte qui m'a fait plaisir. Voilà, Baboussi Courtis. J'ai découvert Robin Cousin grâce au podcast d'Erwan Cario. Avec le profil de Melville, il nous fait une bande dessinée qui parle de notre présent, mais aussi de notre avenir, enfin quelque chose de très très proche qui est assez effrayant, et il continue dans ses autres BD à s'intéresser à des sujets scientifiques. Et je me suis demandé si vraiment il n'avait pas raté sa vocation. J'ai remarqué que dans les différents bouquins que tu as fait, donc Le chercheur fantôme, que j'ai pas lu mais j'ai un peu vu le sujet, le profil de Jean Melville, il y a souvent un lien avec le côté scientifique. C'est un domaine qui a l'air de beaucoup t'intéresser. Tu viens du domaine scientifique à la base ou c'est vraiment une curiosité que tu as voulu exploiter ? Pas spécialement. Je viens pas spécialement du domaine scientifique. J'ai fait un bac S et après je suis parti dans des études d'art. Mais c'est un domaine. J'ai hésité longtemps à continuer dans la science dans mes études ou partir plutôt dans l'art. Et finalement j'ai choisi l'art, mais la science revient après coup. C'est toujours très proche, je pense surtout au profil de Jean Melville, à l'actualité, l'actualité a un peu rattrapé un peu le sujet. Ça te fait pas un peu peur de te rendre compte que tu as peut-être eu des idées qui pourraient devenir vraies derrière ? Alors moi ce qui s'est passé en faisant mes recherches, c'est que c'était plus l'inverse, c'est que j'avais des idées et je faisais des recherches et je me rendais compte que ça existait déjà. Il y a beaucoup de choses dans le profil de Jean Melville, ces applications qui veulent dicter un peu aux gens ce qu'ils doivent faire dans la vie de tous les jours. Il y a vraiment des entreprises qui travaillent déjà là-dessus et à chaque fois je croyais inventer un truc complètement fou et ça existait déjà, quoi. Donc j'ai eu peur en faisant mes recherches, quoi, de voir que c'était un fait, quoi. Par exemple, la base, c'est tout ce qui est au niveau du piratage des câbles, des gros câbles de transmission de réseau transatlantique, etc. Ça, c'était quelque chose... tu avais la base scientifique ou tu pensais l'avoir inventé ? Non, alors ça, bizarrement, c'était pas du tout un bouquin qui devait parler de nouvelles technologies. À la base, je voulais que ça se passe dans un port qu'il y ait une enquête avec des bateaux. Et c'est en commençant des recherches que j'ai découvert ces sabotages de câbles sous-marins. Et puis de là, a découlé toute l'histoire des nouvelles technologies, Internet, le réseau Internet sous-marin et tout ça. Et ça m'a paru hyper intéressant. Donc c'est d'abord la découverte des sabotages qui a lancé le bouquin, quoi. Au niveau du traitement graphique, tu as un choix très simpliste qu'on n'attend pas forcément dans du thriller ou de la science-fiction. C'est un choix de style ou c'est ton style ? Eh ben, c'est un peu des deux. Disons que moi je suis pas un super bon dessinateur, je me débrouille, quoi. Mais je pense que pour moi c'est pas la chose la plus importante dans la bande dessinée. On raconte une histoire en fait et le dessin il est au service de cette histoire. Et j'aime bien avoir un dessin le plus simple possible, le plus clair, qui permet de tourner les pages, quoi, de pas être accroché. Voilà, je suis pas fan des dessins chargés avec beaucoup de détails, très réalistes, et je trouve que ça a tendance à trop attirer le regard. J'aime bien un dessin un peu caricatural. Tu es chez un petit éditeur, Flubelub. Je sais que la situation des auteurs, c'est pas toujours rigolo. Chez les petits éditeurs, ça va pas forcément de plus rigolo qu'ailleurs. T'as jamais pensé à te lancer dans des systèmes tels du crowdfunding, t'auto-éditer, voir des partenariats? Il y a Ulule qui est présent par exemple ici sur le salon. Alors moi j'ai une association qui s'appelle Les Machines, on est un groupement d'auteurs, on est 12 ou 13 en ce moment et on s'auto-édite, mais donc c'est de l'ordre du fanzine. Donc j'aime beaucoup ça aussi. On a fait un peu d'appel à fonds au début pour lancer l'association, mais après je suis salarié des éditions Flubelub. Donc j'ai un statut un peu particulier, je suis à la fois auteur et salarié, on fait des ateliers, je fais un peu de boulot de graphisme et tout ça, donc mon métier il est partagé entre mon travail d'auteur et mon travail pour Flubelub.
Donc, puis j'aime beaucoup ces éditions, c'est des amis et en même temps on est d'accord sur notre vision de la bande dessinée et tout ça. Donc cette situation-là, elle me convient tout à fait. Mais justement, à ce niveau-là, vu que tu travailles avec les éditions, il y aurait eu des projets que eux se lancent par du partenariat sur le web. Je sais qu'il y a Warum Vraum qui a lancé, par exemple, un crowdfunding pour essayer de s'aider à lancer des nouveaux titres. C'est quelque chose auquel vous avez pensé? Alors je crois qu'ils avaient fait un truc de crowdfunding pour un bouquin, mais je sais plus quel a été le résultat. Pour Thomas me regarde, je sais pas trop. Mais sinon, ouais. Mais sinon, ce qu'ils font, en fait, ce qu'on fait aux éditions Flubble Up, c'est qu'on fait des prépublications sur le blog Mediapart des éditions Flubble Up, et on met accessible à tous gratuitement certains livres dont le profil était en accès gratuit en 6 épisodes, je crois. Et alors, c'est pas du crowdfunding, mais en fait, ça permet de toucher un public plus large. En même temps, la lecture sur écran, c'est pas non plus encore tout ça, quoi. Donc les gens, souvent, ça les fait connaître le livre et puis finalement, ils finissent par l'acheter parce que si ça leur a plu, quoi, disons. Mais je sais c'est assez lu, quoi. On a touché beaucoup de gens comme ça et c'est un truc qu'on fait de plus en plus maintenant. Oui, on retrouve un peu la prépublication qu'il y avait dans les magazines, qui était le seul mode de fonctionnement des auteurs à une époque. Ouais. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée, le dernier truc que tu as lu, où tu as fait waouh, si tu es un lecteur? Parce que je sais qu'il y a plein d'auteurs, ils ne sont même plus des lecteurs. Bah alors, du coup, comme j'ai eu le prix l'année dernière de Révélation Quai des Bulles, j'étais dans le jury cette année. Donc ma dernière découverte, c'est le prix qu'on a donné à... merde, alors, je ne vais pas trouver sur le coup, merci. Comme un frisson, chez Vide Cocagne, je vais pas retrouver le nom de l'auteur parce c'est Anis, je sais plus son nom de famille. Et c'est une super BD. Et sinon, je sais pas, les voyages en Égypte et en Nubie, deuxième voyage de Giambattista Belzoni aux éditions Flubble Up par Grégory Jarry, Nicole Augereau et Lucie Castel. Super BD. On ne leur donne pas souvent la parole, mais pourtant sans eux, le paysage de la bande dessinée ne serait pas le même. Les directeurs de collection sont des gens assez importants qui vont choisir les projets qui vont être publiés, mettre en relation les auteurs pour nous proposer les meilleurs albums possibles. Olivier Jalabert a travaillé chez Album, aussi bien en tant que libraire qu'en tant que gestionnaire. Il a aussi travaillé chez Soleil, chez Ankama, et maintenant, il est directeur de collection chez Glénat Comics, ce qui ne l'empêche pas de laisser son empreinte dans d'autres collections chez Glénat. Comment faire sa marque dans un marché où la concurrence est rude? Comment donne-t-on vie à un livre et comment lui donne-t-on le plus de chances de survivre et d'être un succès? Ce sont tous mes questionnements auxquels Olivier Jalabert a pu donner une partie de la réponse. Tu t'occupes de toute la collection comics, donc chez Glénat Comics particulièrement depuis 4 ans maintenant. Comment est-ce que tu es arrivé sur ce poste? Est-ce qu'il y avait j'imagine qu'il y avait une volonté de Glénat de remonter un petit peu le comics qui n'était pas forcément très présent dans sa gamme? Bah écoute, c'est très simple. On s'est rencontrés avec Jacques Glénat et Jean Passioli, qui est le directeur général des éditions Glénat, à Angoulême 2014. Et Glénat était pionnier dans les années 80 de l'édition de comics avec mon illustre prédécesseur qui est Ferchid Baroucha. Et ils m'ont expliqué qu'ils avaient envie de se repositionner sur ce segment-là et ils avaient envie de savoir s'il y avait une place pour un nouvel acteur, en l'occurrence Glénat, sur le marché en y allant avec les moyens d'une maison comme Glénat. Donc j'ai répondu présent à l'appel et on a lancé une première étude au printemps 2014 pour voir si, oui ou non, on avait la possibilité de se positionner sur le marché. J'imagine que quand tu veux te lancer sur un tel marché, il va falloir aller piocher dans ce que les autres éditeurs n'ont pas forcément pris. Est-ce que c'est facile? Il y en a encore des nouveaux qui arrivent, je pense à Snorgle, iComics, qui sont en train de se positionner. Tu as quand même chopé Sex Criminal, Lazarus, qui sont... alors, Sex Criminal
avaient eu un bon succès critique, mais c'était pas forcément des auteurs connus. Lazarus, c'était quand même un beau duo d'auteurs connus. Comment est-ce qu'on fait pour jouer des coudes et réussir à avoir ces titres-là ? Alors il y a deux manières de répondre à ça. La première, c'est que effectivement, on peut choisir soit d'aller acquérir ce que les autres éditeurs historiques en France n'ont pas pris, ce qui pour moi n'était pas la bonne méthode, puisqu'il faut tout de suite marquer les esprits. Donc l'idée, et ce qu'on a fait avec Glénat, c'était de se positionner fortement sur des auteurs importants. Donc Greg Rucka, comme tu l'as dit pour Lazarus, ou Matt Fraction malgré tout sur Sex Criminals, qui est quand même un auteur qui était coté déjà, notamment avec son travail chez Marvel. Et donc on a investi clairement de l'argent pour acquérir des séries parfois au prix fort, pour devenir un acteur notable dans le paysage. Oui, c'était vraiment il faut qu'on... Oui, c'est un gros investissement au départ, en espérant acheter des séries une fois que le partenariat est bien lancé, à un prix un peu plus habituel après. Voilà, l'idée ça a été effectivement de se payer une part de marché en investissant pour pouvoir être visible sur le marché. Et ensuite, il faut être un peu malin pour essayer de faire fructifier cette méthodologie-là et de pas forcément jouer la surenchère des offres, parce que ça ne mène à rien, puisque ça veut dire d'acheter très cher une série qu'on va pas forcément vendre beaucoup. Puisqu'il ne faut pas oublier que le comics en France, ça reste une niche. On n'est pas sur un marché énorme, c'est pas le manga. Donc il faut être un peu ingénieux, ou essayer de l'être en tout cas, pour pouvoir y arriver. Hein. Il y a des séries en particulier dont tu es fier de l'avoir vu, alors que les gens sont un peu passés à côté et de l'avoir agrippé avant les autres ? Oui, bien sûr. Je suis fier de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que sinon ce serait renier mon travail depuis 4 ans. Mais par exemple, je suis très content d'avoir été chercher Letter 44, qui était une série qui était un petit peu sous le radar, comme on dit, de Charles Soule et Alberto Albuquerque, qui est une série de science-fiction, qui d'ailleurs a été remarquée puisqu'elle a été en sélection officielle à Angoulême l'année qui a suivi sa parution, et qui était une série, ce qu'on appelle un sleeper, une série que les gens n'ont pas forcément fait gaffe, et donc je suis très content de cette série, parce que c'est une série de très grande qualité et qu'on a fait exister sur le marché, alors que les autres éditeurs ne l'avaient pas forcément identifié à ce moment-là. Chez Glénat, j'ai l'impression qu'il y a de la BD US dans plein de collections différentes, et pas forcément chez Glénat Comics. C'est toi qui vas décider qu'une série US que vous allez acquérir va être plutôt dans une collection généraliste, plutôt dans une collection jeunesse, ou vraiment dans la collection identifiée comics ? Alors oui et non, c'est-à-dire que quand une série pour moi fait sens dans le label comics tel qu'on l'a défini, il n'y a pas de raison de l'en sortir. Par contre, quand il y a un bouquin qui me semble être cohérent sous un label Glénat pour s'adresser à un public qui va lire de la bande dessinée franco-belge, il me semble que c'est plus cohérent de le faire. Par exemple, c'est pour ça que j'ai fait dans l'Antre de la Pénitence, qui est House of Penance en anglais, sous label Glénat à un format bande dessinée, ou plus récemment Chère créature, de Jonathan Case, que j'ai choisi de sortir sous label Glénat et non pas sous label Glénat Comics, parce qu'on est sur un roman graphique qui, je pense, peut intéresser des lecteurs de Craig Thompson ou d'autres auteurs de la scène indépendante américaine qui ne prêteraient pas forcément attention si on le sortait sous label Comics. Donc pour une partie du catalogue Glénat et Glénat Comics, qui sont des acquisitions de comics américains, oui, c'est moi qui en suis le décideur, mais je ne suis pas le seul à faire des achats de droits chez Glénat, puisque j'ai d'autres collègues qui en font. Par exemple, Franck Marguin, qui anime le label Millefeuille, lui aussi fait des achats de droits de romans graphiques américains. Donc on le fait vraiment de manière collégiale, et on décide aussi un peu ensemble finalement de comment au mieux servir l'album. C'est notre objectif, c'est mettre les éditions Glénat au service d'un bouquin qui fait sens dans tel ou tel label en fait.
Oui, puis ça permet, j'imagine, d'être ouvert à beaucoup plus de types d'albums qu'un éditeur vraiment spécialisé au format à l'américaine. Oui, puis moi j'ai grandi avec les super-héros, j'en ai vendu en étant libraire, j'ai travaillé pendant mes années Panini sur les licences Marvel ou les licences DC. Donc ça, c'était une Madeleine de Proust. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, en tant que lecteur et en tant qu'éditeur, c'est la scène indépendante la diversité du comics américain au niveau des genres, au niveau des auteurs. Donc c'est vers ça que j'ai plus envie d'aller. C'est sans doute lié à ma maturité personnelle. Et j'essaye de trouver le bon écrin. C'est-à-dire que quand j'ai un bouquin qui me semble faire plus sens sous le label comics, je le sors sous le label comics. Quand il me semble faire plus sens en dehors du label comics, je préfère le sortir en dehors du label comics. Alors attention, je vais essayer de prononcer des trucs à l'américaine et je suis très très nul. Mes collègues se moquent régulièrement là-dessus, de moi. Donc il y a un partenariat avec IDW et Glénat pour, à ce que j'ai cru comprendre, faire des sorties simultanées. Mais c'est aussi bien d'auteurs venant de chez IDW que d'auteurs venant de chez Glénat. Est-ce que j'ai bien compris un peu le principe de base ? Alors tu as presque bien compris. Effectivement, on a monté à l'époque avec mon camarade Chris Ryall, qui était le éditeur in-chief chez IDW, un partenariat créatif, un pipeline, comme on aime bien le dire, entre le marché européen et le marché américain, avec une offre autour de bandes dessinées de genre, et des auteurs qui sont soit des auteurs de la sphère comics américain, soit des auteurs de la sphère BD, et de faire des mixités. Par exemple, à titre d'exemple, Alexis Saintenac, un dessinateur français, a collaboré avec Brian Buccellato, qui est un scénariste américain. Sylvain Runberg, scénariste français, a travaillé avec Victor Santos, un dessinateur espagnol, mais espagnol habitué à travailler pour les Américains. Mais on a aussi avec Mathieu Salvia par exemple et Jet, qui sont deux auteurs français, fait un comics sous notre label Glénat Comics. Ce qui est important, c'est l'histoire et le fait qu'elle se raconte avec les codes du comics. Peu importe la nationalité des auteurs, finalement, ce qui est vraiment important, c'est de raconter une histoire à ce format-là. Pour moi, il faut oublier le clivage comics à la française, qui pour moi ne veut rien dire. Le comics, c'est un schéma narratif, c'est une forme de narration, c'est la manière dont on raconte une histoire. C'est pas l'origine des auteurs. Qui plus est, si tu regardes le comics américain depuis 50 ans, nombre d'auteurs ne sont pas des Américains. Donc c'est comme quoi, c'est pas un problème de territorialité, c'est un problème de manière de raconter une histoire. Et justement, quand ces Européens doivent travailler pour ce projet commun, il y a un travail, j'imagine, de découpage d'un point de vue scénaristique qui doit s'adapter au marché américain. Je pense à Il faut flinguer Ramirez, par exemple, qui est sorti en album, qui, j'imagine, contient 2 fascicules à l'américaine. Comment est-ce que ça se passe ? Puis, ne serait-ce que sur le rythme de production. On sait qu'un auteur européen, 24 planches dans le mois, c'est un peu chaud. Tout est vraiment monté en avance pour tout sortir. Le découpage est vraiment retravaillé en se disant attention, il faut aussi qu'on sorte aux États-Unis. Alors, dans le cas de Ramirez, c'est un cas vraiment intéressant. Pourquoi ? Quand on a commencé à travailler avec Nicolas Petrimo sur le projet de Il faut flinguer Ramirez, l'idée c'était de construire un projet au format comics, et c'est ce que Nicolas a fait. Mais en perfectionniste qu'il est, il a vraiment ajouté énormément de détails, énormément de précision à son travail, parce que c'est un vrai perfectionniste. Et du coup, à un moment donné, on s'est dit, mais attends, tes pages sont extrêmement riches. Si on les sort au format comics, on va perdre un petit peu de cette qualité-là. Et on s'est dit, et si on se posait la question d'agrandir un peu le format, parce qu'au départ, c'était vraiment prévu sous label comics. Et notre réflexion a été accompagnée par une réflexion qui était liée au potentiel commercial.
puisque les équipes nous ont dit chez Glénat, mais attention les gars, si vraiment on arrive à sortir de la niche entre guillemets du comics et de présenter le bouquin sous un label Glénat, on pourra intéresser d'autres personnes parce que vraiment c'est un bouquin qui en a le potentiel. Du coup on s'est décidé avec Nicolas de dire ok, on va jouer le jeu, on va changer la donne, on va essayer de faire quelque chose de nouveau, en tout cas aux éditions Glénat, et de sortir un peu du clivage habituel comics petit format et BD grand format, et on s'est dit on va faire un comics en grand format, et aujourd'hui on est très content de l'avoir fait parce que le bouquin marche très bien. Et ça a permis aussi de montrer qu'on était capable de faire de la bande dessinée de genre racontée de manière séquentielle comme un comics ou comme un recueil en tout cas, puisqu'il y a 3 épisodes dans l'album qui fait quand même 144 pages, donc on est sur un album assez dense. Et le bouquin est tellement cohérent à ce format-là que IDW a finalement décidé de le sortir en un seul tome et non pas de le sortir en découpé comme on l'avait pourtant imaginé avec Nicolas en disant on va faire un découpage qui va permettre de sortir des floppies, comme on dit, des épisodes. Et du coup, on va le sortir en un seul volume aux US. Oui, donc là, le découpage est fait, etc. Tiens, d'ailleurs, une question en termes de découpage. Je sais que l'inclusion de publicité joue beaucoup sur le format des pages dans les floppies US, notamment quand on va faire une double page. C'est quelque chose auquel tu dois parler à l'auteur en disant attention, là ils veulent mettre une pub à telle page, tu peux pas faire une double page là, ou chez IDW, parce qu'il y a ce partenariat, c'est un peu plus libre. Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, on fait vraiment ce qu'on veut. L'idée, on est dans ce qu'on appelle du creator owned, donc ce qui peut paraître un peu rigolo parce que en France, le creator owned, c'est de la bande dessinée, c'est de la création originale faite par des auteurs. Aux États-Unis, on dit creator owned par opposition à les auteurs travaillent sur des licences, que ce soit Spider-Man ou Batman ou Star Wars. Chez nous, les auteurs sont maîtres d'œuvre de leur travail et ils en contrôlent l'artistique. Donc, quand Nicolas a travaillé sur Il faut flinguer Ramirez et quand les autres auteurs, que ce soit Jet ou d'autres, ou Aurélien Polis par exemple sur Juste un peu de sang, ont travaillé sur leur bouquin, ils ont travaillé sur la narration de l'album et on ne s'est pas posé une seule seconde la question des inserts de publicité. Ce qui est important, c'est de préserver la qualité de l'œuvre et de mettre en avant le travail des auteurs. Donc moi, je m'en fous complètement de ce qui peut se passer en termes de publicité. Si les Américains choisissent d'ajouter de la pub parce que ça fait partie du jeu, oui, mais ça ne se fait pas au détriment de l'œuvre. Donc c'est l'œuvre qui prime. Ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui nous permet aussi d'être cohérent par rapport à la démarche artistique. Oui, c'est juste après pour qu'ils évitent de couper une double page en deux en mettant de la pub. Non, mais ils coupent pas les doubles pages en deux parce qu'ils sont malins. Ils ont compris aussi que leur intérêt, c'était de préserver l'intégrité du bouquin. Donc ça change pas ça. Et pour revenir justement sur ce passage entre les collections, par exemple, Poet Anderson, chez la collection Login, c'est toi qui l'as amené ou c'est quelqu'un d'autre ? Alors, Poet Anderson, c'est moi qui l'ai amené. Je suis le on va dire, animateur de la collection Login avec mon camarade Nicolas Forçant, puisque c'est une collecte qu'on a lancée ensemble. Poet Anderson, c'est un bouquin, c'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est un bouquin dont je suis un petit peu à l'origine, en fait, côté américain. Parce qu'à l'époque, j'ai été contacté par l'agent de Tom DeLonge, qui est le créateur de l'univers de Poet Anderson. Tom, c'est un des fondateurs du groupe Blink 182. Et en fait, j'ai été à l'origine de ce projet côté américain, et c'est moi qui ai proposé à Stéphane Robert, alias Jet, de travailler dessus pour le territoire américain. Donc quand je suis arrivé chez Glénat, ça c'était Ante Glénat, et quand je suis arrivé chez Glénat, j'ai dit mais attendez, et si on sortait aussi le poète Anderson sur lequel j'ai bossé moi pour les Américains. Et donc on a décidé de le sortir en France et de le mettre sous le label Login parce qu'on s'adresse à un public de young adultes avec cet univers-là. Et ça me semblait complètement cohérent de ne pas le sortir en comics, mais de le sortir sous le label de young adultes. D'ailleurs, c'est un label que je trouve très hybride entre le format à l'européenne et le format à l'américaine. On est sur du format souple, avec une pagination un peu plus dense que le 46 planches. C'est vraiment quelque chose qui a été identifié comme quelque chose qui collerait au public young adult ? Oui, on est parti du principe que le public qu'on voulait viser avec ça, c'était le public qui lisait, c'était un public déjà lectrice comme lecteur, qui venait
de la littérature de genre, notamment des dystopies, de Harry Potter, qui avait lu ça étant ado avant d'être jeune adulte, et du manga. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un format qui soit un petit peu une conjonction des deux, et ça nous a paru une bonne idée. Je ne sais pas si l'avenir nous prouvera qu'on a raison ou tort, mais en tout cas ça nous a paru une bonne idée de proposer un format qui soit un petit peu hybride justement entre le manga grand format, le roman, la bande dessinée et le comics. Donc c'est pas évident de se poser ces questions-là. On essaye de s'adresser à un public qui est difficile à identifier parce que la tranche d'âge est élevée. On parle de le young adulte, c'est de 12 à 25 ans. Donc quand tu as 12 ans et quand tu en as 25, tu n'es pas la même personne. Du coup, il faut qu'on essaye de trouver une espèce de cohérence là où on n'en a pas vraiment identifié. Mais on a choisi de s'adresser, nous, aux young adultes parce qu'on pense qu'il y a une vraie cohérence de singer quelque part la littérature. Parce que la littérature le fait très bien, que ce soit Rajo, que ce soit Albin Michel, ils ont de la littérature young adulte. Ils le disent, ils le clament. Donc pourquoi pas en BD. Donc on avait envie d'être, peut-être pas les pionniers, mais en tout cas de participer aux premières aventures du young adulte en bande dessinée. Parce que c'est un public qu'on a du mal à identifier et qui est un public pourtant qui lit plein de choses, qui joue aux jeux vidéo, qui est un public digital native. Et il nous semblait important de proposer des œuvres qui puissent s'adresser à ce public-là. En parlant du numérique, justement, je sais qu'aux États-Unis, la lecture de bande dessinée en numérique payante est un peu plus acceptée qu'en France, en tout cas. Comment est-ce que tu vois cette évolution de la bande dessinée vis-à-vis du numérique ? Enfin, pour moi, le problème, c'est que le jour où il y a un device qui sort avec de l'e-paper en grand format et en couleur, on pourra commencer à s'inquiéter pour l'album. Mais est-ce que pour toi, c'est un peu pareil, ou est-ce que tu penses qu'il y a matière à vraiment pouvoir proposer une évolution numérique ? Écoute, c'est une question intéressante parce que moi je suis friand de nouvelles technologies, je suis quelqu'un qui, pourtant je suis pas un digital natif, j'ai 53 ans, donc tu vois, je suis pas un ado ou un jeune adulte, mais il se trouve que je suis resté jeune dans ma tête, enfin j'espère, et je me considère comme avoir 15 ans d'âge mental, donc je suis friand de nouvelles techno. Le marché américain est un marché intéressant pour la consommation de bandes dessinées et de comics, d'art séquentiel en digital, avec un marché dont les valeurs évoluent entre 8 et 25% selon les titres, selon les mois, etc. Donc on est sur un marché qui existe, qui est réel. En France, il me semble qu'on est à moins de 2%. C'est-à-dire que le digital représente moins de 2% des ventes de bandes dessinées en France. Tout format, tout genre confondu. Donc ça veut dire que c'est une virgule. On est sur un marché qui n'est pas un marché qui peut se suffire à lui-même. Donc c'est un supplément qui est intéressant, mais qui n'est pas encore clairement identifié. Ça fait des années qu'on parle du numérique, ça fait des années qu'on dit on va créer quelque chose et on va ça va être une véritable plateforme. Moi j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas trouvé une adéquation entre le format de lecture qui correspond à un iPad ou un iPhone ou un produit quel qu'il soit physique et le contenu lui-même, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas transformer un PDF de comics ou un PDF de bande dessinée en un produit qui va intéresser plus de personnes que le format de base, c'est-à-dire en print, intéresse. Donc malheureusement, j'aimerais que ce soit autre, mais je pense qu'on n'est pas encore prêt en France à faire une vraie transition numérique comme je l'espérais il y a encore quelques années. J'imagine que de toute façon, il faut quand même se positionner avant que l'intérêt se pose, au risque de faire que les utilisateurs prennent l'habitude de pirater avant même de penser à acheter. C'est pas une question de piratage, tu sais, regarde les séries télé, c'est pas parce que les séries télé sont piratées que les gens ne les regardent pas. Game of Thrones, je pense, c'est un exemple parfait. C'est-à-dire que c'est sans doute la série télé la plus piratée au monde et pourtant c'est la série télé la plus regardée. Donc c'est pas ça, le problème n'est pas là. Le problème il est sur l'envie ou non des lecteurs de consommer de la lecture numérique.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de le faire parce que ça économise de l'espace. On peut prendre un iPad et je fais pas la promo d'Apple, hein, c'est juste un exemple qui me vient parce que c'est mon équipement, mais je suis dans le train, j'ai envie de lire un épisode des X-Men ou une BD, un iPad c'est pratique. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sur un business model pérenne. Il me semble que on gratouille la surface des choses et qu'on n'a pas encore trouvé vraiment le produit qui corresponde à cette logique d'achat en fait, et de consommation. On va revenir un peu plus à du concret. Allez, le prochain titre que tu vas sortir, que tu as hâte de sortir là. Peut-être une exclue ou... Le prochain titre que j'ai hâte de sortir en 2018 ou en 2019 ? 2019. Alors en 2019, ouais, c'est dur parce que, écoute, quand tu es éditeur, tu aimes tout ce que tu fais, sinon tu le ferais pas. Donc il y a un bouquin qui est un lancement, qui est une nouveauté, qui n'est pas en label comics, qui est pour moi une petite pépite, qui est une sorte de synthèse un peu improbable entre, on va dire, une apocalypse zombie, le Stand By Me de Stephen King et le film de Reiner qui en a découlé, et les Goonies, tu vois, t'imagines une espèce de synthèse de ces trois phénomènes-là, et ça donne pour moi un bouquin qui s'appelle Kid Z, qui est un récit imaginé par Aurélien Ducoudray, est dessiné par un jeune homme qui s'appelle Jocelyn Joret, qui est relativement peu connu de la sphère BD, mais qui a déjà un peu travaillé en bande dessinée. Et en fait, c'est une sorte de synthèse de ces trois choses-là, où tu as une bande de gamins, 7 garçons, qui ont survécu à une apocalypse zombie, et qui se sont organisés pour... faire ce que font des gamins entre 10 et 15 ans, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo, lire des comics, s'éclater, faire du vélo, etc. Et c'est 7 garçons, et un jour, il y a un vrai changement de paradigme dans le groupe, parce qu'il y a 2 filles qui débarquent. Du coup, quand tu as 10 ans, les filles, tu dis « Ah non, ça fait chier, j'ai pas envie des filles, les filles c'est nul ». Et quand tu as 15 ans, tu n'as pas forcément le même avis. Du coup, il y a un vrai changement de dynamique au niveau du groupe. Et Aurélien a écrit une histoire que je trouve superbe, où tu t'intéresses à des gamins, à ce que c'est que le passage de l'adolescence, l'amitié, l'amour, tout ça, dans un cadre qui reste quand même fun, même si on parle d'apocalypse zombie, et on est dans une vraie œuvre d'auteur, mais en même temps un vrai divertissement. Voilà, donc ça s'appelle Kid Z. Il y a un premier tome qui sortira fin janvier 2019, et un deuxième tome qui clôt un premier arc. Donc on a une promesse sur 2019 avec 2 bouquins. Le deuxième sort fin août, début septembre, et on va clore un premier chapitre. Donc j'ai très hâte de voir l'arrivée de cet album. Ok, merci. On va finir par la question habituelle. Ta dernière découverte au bande dessinée ? J'en ai plein, je lis beaucoup. C'est une question dure, ça. Écoute, le bouquin qui m'a vraiment éclaté dernièrement, c'est pas un album des éditions Glénat, ça s'appelle L'Âge d'Or. C'est chez Dupuis Air Libre. C'est Cyril Pedrosa et son épouse, dont malheureusement j'ai oublié le nom, pardon, mais qui est sublime. C'est une vraie leçon de bande dessinée. C'est ce qu'on aime voir, c'est-à-dire quelqu'un qui bouleverse les codes et qui propose autre chose. Donc voilà, donc je dirais L'Âge d'Or de Cyril et sa nénette, qui est un super bouquin. Quai des Bulles, c'est terminé pour cette année, et sans doute pour quelques autres, car avant que je puisse y retourner, ça risque de ne pas être évident. Mais j'ai passé un excellent moment. C'est un festival qui vaut le coup d'être fait au moins une fois et que je ne saurais que vous recommander, surtout si, comme moi, vous avez la chance d'avoir la météo avec vous. Je tiens à remercier encore mes amis qui m'ont permis d'y aller, mais aussi Vendry, Pierrick, Lola et Ben, et toutes les personnes qui ont fait de ce festival un moment que je n'oublierai pas de sitôt. On se retrouve très bientôt pour des émissions un peu plus normales où on va vous chroniquer pas mal de BD, dont certaines que j'ai ramenées du festival. J'espère que vous avez apprécié ce format.
Et que ce soit le cas ou pas, vous pouvez nous le dire en commentaire sur lavoidesbulles.fr, sur iTunes, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux où j'essaye d'être autant que possible présent. Et si vraiment vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur Tipeee pour nous donner des sous. Et si vraiment vous trouvez qu'on fait de la merde, allez aussi sur Tipeee pour nous donner les moyens de nous améliorer. Merci encore et à très bientôt. Ciao! She's never for the face off.